Ok, bah, du coup, bonjour et bienvenue à tout le monde et bienvenue surtout à ceux et celles qui n'étaient pas encore là hier. Du coup, je pense qu'on peut tous dire pour ceux qui étaient là que la journée d'hier, ça a été un immense succès. Autant au niveau quantitatif, c'est la plus grande école marxiste internationale qu'on ait jamais organisée ici en Romandie. Et aussi au niveau qualitatif, c'était de loin la meilleure école qui ait jamais été organisée aussi ici. Et du coup, je pense que la conclusion de la journée d'hier, et qu'on va encore énormément discuter aujourd'hui, c'est à quel point le dilemme n'a jamais été autant grand historiquement entre barbarie ou socialisme. Et du coup, ce qui détermine notre futur actuellement, c'est si on va être capable ou pas de construire une organisation révolutionnaire mondiale qui sera capable de prendre la direction des mouvements à venir et qui sera capable de montrer la voie vers le communisme. Et du coup, ben, pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir dans la construction de cette organisation, je vous assure vraiment pour ceux qui ne sont pas convaincus qu'il n'y a vraiment rien de mieux à faire de vos vies actuellement. Et si vous voulez vraiment nous aider, vous pouvez nous aider concrètement aussi, genre pas juste en nous faisant une tape sur l'épaule et en nous disant que c'est très bien ce qu'on fait. Et du coup, la première chose que vous pouvez faire pour nous aider concrètement, ben, c'est de nous rejoindre. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben, je vous invite vraiment à nous rejoindre aujourd'hui. Et si vous avez encore des doutes ou vous devez encore être convaincu sur des points, bah vraiment amenez vos questions, discutez-en avec les camarades autour de vous, discutez-en dans les pauses. Après la présentation, on aura aussi une partie discussion où là, vous êtes vraiment invité à venir poser toutes vos questions aussi. Parce que le but, c'est vraiment qu'on sorte de cette journée avec le maximum de clarté sur nos tâches. Ouais. Et après, encore un deuxième point, genre organiser une révolution, organiser une organisation, c'est comme je dis quelque chose de très concret. Et du coup, nous, on fait partie d'une organisation internationale. On a des camarades aussi aujourd'hui qui viennent de France, qui viennent de Belgique, qui viennent du Canada. Et du coup, partout, dans toutes les sections de notre international, dans plus de 60 pays, on construit les forces du communisme actuellement. Et on le fait avec un appareil professionnel. Donc, ça veut dire qu'on a des permanents, qu'on a des salariés par l'organisation, dont le travail, c'est vraiment de nous préparer avec les meilleures idées à construire cette organisation-là. On a aussi des bureaux, on a des locaux. Comme vous l'avez vu ici, on produit aussi énormément de littérature. Et du coup, tout ça, ça a forcément un coût. Donc, si vous voulez aussi nous soutenir, vous pouvez nous soutenir et vous devez un peu nous soutenir selon vos capacités financièrement. Donc, on vous invite aussi énormément à faire un don. Pour ce faire, vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez faire un don par tweet. J'ai mis des codes QR ici. Il y en a encore ici vers la table de littérature si jamais. Et Mathieu, il va aussi en faire tourner un pendant la présentation. Vous pouvez aussi inscrire votre don dans un formulaire en ligne. Si jamais vous n'avez pas accès à ce formulaire, demandez juste à un camarade autour de vous, il va vous donner ce lien. Et il y aura aussi une récolte de cash à la sortie. Du coup, si vous voulez, vous avez encore juste même des centimes à donner pour ce don-là, bah, vous pouvez guider vos poches, vos lourdes poches dans ce don-là. Et oui, bah voilà. Du coup, j'arrive un peu au bout. Mais encore une dernière annonce que je voulais faire, c'est une annonce du coup des réseaux sociaux. Du coup, il y a des photos qui sont prises pendant ce week-end. Et si vous ne voulez pas être sur ces photos, si vous voulez être anonymisé, il faut contacter les membres du groupe réseaux sociaux et particulièrement Calix, qui s'auto-décrit comme une personne de 1,60 m avec des cheveux blonds bouclés. Et c'est lui qui va faire le service à la pause de midi. Donc, vous pouvez aller le contacter et lui dire que vous voulez être anonymisé. Et il vous demandera juste d'envoyer une selfie de vous, comme ça ils savent qui est anonymisé. Ouais, ou ici Léo, je te montre peut-être. Vous pouvez aussi demander à Léo si jamais vous voulez être anonyme. Et ben, sur ce, je passe la parole à Jordi pour la présentation. Ok. Bien. Combien de temps? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Je vais tenter. Euh, ok, commençons. Ils m'ont demandé de faire un discours historique sur la question palestinienne-israélienne, mais je vais tenter de toucher un peu, au final, sur la situation actuelle. Commençons. Les marxistes soutiennent le droit du peuple palestinien à un propre pays. Nous défendons également le droit des deux peuples à vivre en Israël-Palestine, ainsi que le droit au retour dans une patrie pour les Palestiniens. La question est comment y parvenir.
nous pensons que sur une base capitaliste, il n'y a aucune solution. L'Israël capitaliste continuera d'opprimer les Palestiniens. Je vais citer un article de Militant International Review, que c'était une publication de la vieille internationale avant les scissions avec les tafistes. C'était le numéro 37. C'était un journal théorique de l'organisation. Et en 88, nous avons publié cet article avec le titre Révolte en Cisjordanie, les masses interviennent. C'était peu après l'explosion de l'intifada en décembre de 87. Et c'était écrit plusieurs années avant la signature des accords d'Oslo. Et cela expliquait pourquoi, cet article expliquait pourquoi les pourparlers de paix entre l'OLP et le gouvernement israélien ne mèneraient pas à la fin de l'occupation. Je vais citer l'article. Ces idées négligent les obstacles fondamentaux à une patrie palestinienne, découlant des intérêts de classe de tous les participants potentiels à une telle conférence, principalement les États-Unis, Israël et la Jordanie. La préoccupation primordiale n'est pas et ne pourra jamais être les intérêts des travailleurs palestiniens. Ils ne se soucient que des intérêts de leur propre classe dirigeante. Leur principale préoccupation est la stabilité politique de la région et le maintien du système qui garantit leur rente, leur intérêt et leur profit. Et l'article continue expliquant que un État palestinien correspondant à peu près à la superficie de la Cisjordanie et de Gaza serait totalement non viable sur la base du capitalisme, parce que l'économie ne pourrait pas fournir les nécessités de base de la population. Et l'article explique beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il s'agissait là de paroles véritablement prophétiques, car l'autorité palestinienne issue des accords d'Oslo s'est révélée être une imposture totale. Il comprenait le plan de Sharon de 81, qui était clairement un plan visant à fragmenter le territoire palestinien, exactement à l'opposé de ce à quoi aspiraient les masses. Les marxistes ont le devoir de proposer une solution qui soit, basée sur une approche de classe, 2, internationaliste, et 3, avec une perspective socialiste, communiste. Je vais citer Trotsky sur la question, sur la question juive. Dans une interview de janvier du 37, qu'il a donné à des correspondants de la presse juive à son arrivée au Mexique, et les paroles de Trotsky sont: or, la nation ne peut normalement exister sans un territoire commun. Le sionisme naît de cette idée même, naïf de cette même. Mais les faits de chaque jour qui passe nous démontrent que le sionisme est incapable de résoudre la question juive. Le conflit entre juifs et arabes en Palestine acquiert un caractère de plus en plus tragique et de plus en plus menaçant. Je ne crois pas du tout que la question juive puisse être résolue dans le cadre d'un capitalisme pourri et sous le contrôle de l'impérialisme britannique. Nous devons rappeler que la Palestine était dans le mandat des Britanniques après la chute de l'Empire ottoman. Et il continue. Et comment, me demandez-vous, le socialisme peut-il résoudre cette question? Sur ce point, je ne peux que proposer des hypothèses. Une fois que le socialisme sera devenu maître de notre planète, ou du moins de ses parties les plus importantes, il disposera de ressources inimaginables dans tous les domaines. Ça, c'est l'explication matérialiste de la question. Comment résoudre la question nationale?
Et dans une lettre que Trotsky adresse aux Juifs menacés par la vague croissante d'antisémitisme et de fascisme aux États-Unis, en 38, décembre 38, il écrit: Maintenant, à l'époque, il y avait la menace du fascisme en France. Non? Et il dit: Maintenant, c'est au tour de la France. La victoire du fascisme dans ce pays signifierait un vaste renforcement de la réaction et une croissance monstrueuse de l'antisémitisme violent dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Le nombre de pays qui expulsent les Juifs ne cesse de croître. Et il ajoute: il est possible d'imaginer sans difficulté ce qui attend les Juifs au simple déclenchement de la future guerre mondiale. Mais même sans guerre, le prochain développement de la réaction mondiale signifiera avec certitude, écoute, l'extermination physique des Juifs. Ça, c'était Trotsky au 38, qui expliqua les conséquences de la guerre. Et enfin, il dit: la tentative de résoudre la question juive par la migration des Juifs vers la Palestine peut désormais être considérée pour ce qu'elle est, une moquerie tragique du peuple juif. Soucieux de gagner la sympathie des Arabes, qui sont plus nombreux que les Juifs, le gouvernement britannique a radicalement modifié sa politique à l'égard des Juifs et a même renoncé à sa promesse de les aider à fonder leur propre maison dans un pays étranger. L'évolution future des événements militaires pourrait bien transformer la Palestine en un piège sanglant pour plusieurs centaines de milliers de Juifs. Jamais il n'a été aussi clair qu'aujourd'hui que le salut du peuple juif est indissociable du renversement du système capitaliste. Ça, c'était à juillet de 1940. Une petite explication. À l'époque, l'impérialisme qui dominait la Palestine, c'était les Britanniques. Et ils ont fait un jeu que je vais expliquer entre Arabes et Juifs, promettant à les deux peuples ce territoire. Mais quand commence la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ils changent un peu vers les Arabes parce qu'ils avaient besoin du pétrole pour la guerre. Et ils voulaient, comment se dire, satisfaire les Arabes. Et pour cela, ils ont un peu abandonné les Juifs temporairement dans cette situation. Et après, je vais expliquer. Mais si nous remontons à l'histoire et nous pouvons observer les manœuvres des impérialistes qui ont utilisé différents peuples pour leur propre intérêt. Je l'ai expliqué hier, c'est un élément central de l'impérialisme d'utiliser les peuples de manière cynique. En 17, nous avons la déclaration Balfour, qui était une déclaration du gouvernement britannique en faveur d'une patrie nationale pour le peuple juif, c'est un site en Palestine. Balfour était le ministre des Affaires étrangères du gouvernement britannique. Mais en 1916, juste un an plus tôt, nous avons eu l'accord Sykes-Picot, qui était un traité secret entre le Royaume-Uni et la France, avec le soutien de la Russie tsariste et le Royaume d'Italie, sur les sphères d'influence, en particulier sur ce qu'il fallait faire avec l'Empire ottoman alors qu'il se fondrait. La Grande-Bretagne obtiendra la Palestine, la Jordanie et le sud de l'Irak. La France, la Syrie, Liban et une partie de la Turquie. Et la Palestine devait être internationalisée. Sont les bolcheviks qui ont rendu public cet accord en novembre 17 lors de leur arrivée au pouvoir. Ils ont trouvé l'accord, ils l'ont publié. Ce sont les accords diplomatiques secrets des impérialistes. Avant l'accord Sykes-Picot, les Britanniques avaient promis l'indépendance arabe en échange d'une révolte arabe contre l'Empire ottoman et avaient donc promis la Palestine à la population arabe. Regardez comment ils utilisent. Dans ce moment, ils utilisent les Arabes pour ses intérêts, pour provoquer une révolte arabe contre l'Empire ottoman
qui les Britanniques clairement voulaient diviser avec les Français et les autres. Ici, un mot sur l'antisémitisme. Tout au long de l'histoire, les Juifs ont été victimes de discrimination, harcelés, persécutés et tués en grand nombre. Ils étaient un bouc émissaire utile. Quelqu'un a blâmé pour les maux de la société, par exemple lors de la peste noire, ce sont les Juifs, etc., etc. L'Église catholique, qui aime la paix et l'amour entre les peuples, non? L'Église catholique en particulier a joué un rôle méprisable. L'idée selon laquelle les Juifs ont tué Jésus, non? Alors qu'en réalité, s'il n'a jamais existé, c'était les Romains qui l'ont tué. Lisez Kautsky à ce sujet, fondament du christianisme, qui explique tout. Mais ils ont utilisé ces choses. Les Juifs ont tué Jésus. Hein? Aujourd'hui, tu rencontres des catholiques qui continuent à penser de cette manière. Mais quelque chose d'intéressant sur la Révolution. La Révolution française de 1789 a donné aux Juifs la citoyenneté et l'égalité, ainsi que la fin des ghettos. C'était la Révolution. Napoléon a ramené plus tard quelques restrictions, mais ça, c'était Napoléon. La Révolution russe de 17 met fin à l'antisémitisme. Staline, c'était autre histoire. Non? Il y a un parallèle avec Napoléon ici. Mais les deux révolutions ont donné une certaine liberté aux Juifs. Regardons les racines du problème. L'antisémitisme en Europe et les Juifs utilisés comme j'ai dit, bouc émissaire pour les maux de la société. Comme aujourd'hui, le racisme est utilisé pour provoquer des sentiments anti-musulmans et anti-immigrés, afin de détourner l'attention de ceux qui sont réellement responsables, la classe dirigeante. C'est toujours la méthode de la classe dominante. Regardons l'Empire tsariste. Le tsar est dépeint comme un personnage tragique, pauvre homme, non? Tué pour les bolcheviks. En réalité, il était un despote insensible et assoiffé de sang. Le tsar a utilisé l'antisémitisme, voire les différents pogroms. L'Empire russe a absorbé d'importantes populations juives lorsqu'il a ajouté la Pologne et la Lituanie à ses territoires dans les années 1790-1830. Et regardons les conséquences. Dans les années 880, quand vous avez changé la manière de faire des numéros en français, très compliqué. Et en Suisse, c'est dit 8 ans. Je peux parler suisse. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile. 7 ans, 8 ans, comme les Italiens. Dans les années 808 ans, plus de 200 événements anti-juifs ont eu lieu principalement en Ukraine et Pologne. Il y a eu des pogroms à Kiev, Varsovie, Odessa. Le déclencheur fut l'assassinat d'Alexandre II en 881. L'un des conspirateurs était juif, mais tous les autres étaient athées. Mais la rumeur courait qu'il s'agissait d'un complot juif. Et le nouveau tsar, Alexandre III, a introduit en 881 des lois anti-juifs. Une autre vague de pogroms eut lieu en 1903 à 6, au cours de laquelle environ 2000 juifs furent tués. À Odessa, la situation a été particulièrement sanglante. Dans la période 1881 à 1917, la persécution et le harcèlement des juifs étaient parrainés par l'État. C'était l'État tsariste qui a organisé les choses. C'est la révolution d'octobre qui met fin à l'antisémitisme en Russie. Quand ils nous accusent, les communistes, vous êtes antisémites, blablabla, bla, 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 bla.
c'est un mensonge. Je vais citer Lénine sur la question. C'est un discours qu'on peut écouter parce qu'il est tiré d'un disque grammophonique réalisé pendant la guerre civile en 19. Il est disponible sur YouTube si on le cherche. Je vais citer les mots de Lénine. Ce ne sont pas les Juifs qui sont les ennemis des travailleurs. Les ennemis des travailleurs sont les capitalistes de tous les pays. Parmi les Juifs, il y a des ouvriers, des travailleurs. Ils sont majoritaires. Ce sont nos frères, camarades dans la lutte pour le socialisme, car ils sont opprimés par le capitalisme. Parmi les Juifs, il y a des kulaks, des exploiteurs, des capitalistes, comme parmi nous tous. Les capitalistes s'efforcent sans relâche d'attiser l'inimité entre les travailleurs de différentes confessions, de différentes nations et de différentes races. Les riches juifs, tout comme les riches russes et les riches de tous les pays, sont unis pour piétiner, opprimer et diviser les travailleurs. Honte et infamie au maudit tsarisme qui a torturé et persécuté les Juifs. Honte et infamie à quiconque sème l'inimité contre les Juifs et la haine contre les autres nations. Vive la foi fraternelle et l'unité dans la lutte de toutes les nations pour le renversement du capitalisme. Ça, c'est Lénine sur la question des Juifs. Où est l'antisémitisme des communistes ici? Mais sous Staline, c'est autre question. J'ai un article du New York Times de 1990. Le titre, c'est « Après Lénine, l'antisémitisme soviétique s'est développé ». Et il parle de Gorbatchev. Il dit « Gorbatchev a repris, a élargi le flirt de Staline en temps de guerre avec l'Église orthodoxe russe, traditionnellement antisémite, et dans ses nominations au Politburo et au secrétariat, il a montré une préférence inquiétante pour les grands Russes. Il explique le développement. Dans la Russie staliniste, l'antisémitisme est utilisé. Mais bien pire était à venir. La défaite de la classe ouvrière allemande est centrale à comprendre ce qui est passé. La défaite dans la période de 1918 à 1933, et si vous lisez l'anglais, il y a le livre de Rob Sewell sur la révolution allemande, ça a conduit à la montée des nazis. Hitler a utilisé les Juifs comme bouc émissaire, autrefois, pour tous les maux de la société allemande, avec sa solution finale. C'était la bourgeoisie qui, autrefois, utilisait la question juive pour diviser la classe ouvrière et prendre le pouvoir de manière réactionnaire pour détruire le mouvement ouvrier. Je l'ai dit hier, mais je vais le rappeler. Le premier camp de concentration à Dakar, en mars 1933, était destiné aux opposants politiques, les communistes, les socialistes et les syndicalistes. Ils sont les premiers à entrer dans les camps. En 1933, le chef de la police de Munich, déclara que 5000 personnes seraient détenues à Dakar. Il a déclaré « Tous les communistes et les fonctionnaires sociodémocrates qui mettent en danger la sécurité de l'État doivent y être concentrés. » En final, plus ou moins 200 000 communistes et socialistes furent tués dans les camps de concentration, avec les Juifs qui sont arrivés après. Mais comme j'ai expliqué, plus tard, la majorité est composée de Juifs. Entre 1941 et 1945, plus de 6 millions de Juifs furent massacrés. Cela comprenait environ les 2/3 des Juifs vivant dans les territoires contrôlés par les nazis. Et un tiers de la population juive mondiale. Mais il y avait des Roms, des Gitans, des gays, etc., également envoyés dans les camps. Cela a donné, ça c'est le phénomène historique,
qui a donné une impulsion considérable au rêve sioniste de recréer Israël comme une patrie sûre pour les Juifs. C'est ça qui donne force à l'idée. Cependant, avant tout cela, le sionisme n'avait que peu d'attrait pour les Juifs. En fait, beaucoup se sont radicalisés vers la gauche. La tradition des Juifs, c'était socialiste. Beaucoup d'eux étaient des militants du parti bolchevique, des partis communistes, des dirigeants. Trotsky même était juif. Marx était juif. Et beaucoup d'autres. Mais j'ai un livre en anglais qui s'appelle Comrades and Enemies, camarades et ennemis, qui parle de les travailleurs arabes et juifs en Palestine, la période 1906 à 48, quand ils ont créé l'État israélien. Je vais citer. Un nombre important de Juifs d'Europe de l'Est sont tournés vers le socialisme, qui promettait l'éradication de l'antisémitisme et la pleine égalité grâce à des transformations sociales radicales. Mais à page 25, il dit « Relativement peu de Juifs ont répondu à l'appel de Sion. Très peu des millions de Juifs qui, entre 1881 et la Première Guerre mondiale, ont cherché à échapper à l'oppression et à la pauvreté de la Russie tsariste et de l'Europe de l'Est en général, ont immigré des terres dans lesquelles leurs ancêtres vivaient depuis des siècles. Ils ont choisi d'aller en Palestine. Sur les quelques 2,4 millions de Juifs qui ont quitté l'Europe de l'Est au cours de cette période, environ 85% sont allés aux États-Unis et 12% vers d'autres pays de l'hémisphère occidental, principalement Canada et Argentine, vers l'Europe occidentale et vers l'Afrique du Sud. Moins de 3% de ce vaste flux de Juifs sont allés vers la Palestine. Et pour une forte proportion d'entre eux, la Palestine n'a été qu'une étape temporaire sur la route vers l'Ouest. Ça signifie que c'était pratiquement quasi zéro les Juifs qui voulaient aller à Israël. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Juifs aux États-Unis qu'en Israël. Et si vous regardez la situation, je pense que c'est meilleur vivre dans les États-Unis comme Juif qu'en Israël. Il y avait le mythe, un mythe répandu par les sionistes au début, était que la Palestine était peu peuplée. Ils disaient, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'était un mensonge parce que c'était une terre avec des Palestiniens. La vérité, il y a 200 ans, dans le 1800, le numéro de Juifs était 7000. Le numéro de musulmans était 246 000. Je vais avant. 1914, au début de la guerre mondiale. 94 000 Juifs, 525 000 musulmans. Et juste à 47, avant de la création de l'Israël, le numéro de Juifs était un peu plus de 600 000. Les musulmans étaient 1 200 000. 2 tiers de la population continuaient à être arabes en 47. Mais quand dans le 47, les Nations Unies ont voté la partition de la Palestine, ils ont donné quelque chose comme le 70% du territoire aux Juifs. Mais les Juifs étaient un tiers de la population. La solution a été la guerre de 48. En 48, Israël déclare son indépendance et puis il y a une guerre qui éclate avec les pays arabes. Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak. C'était une guerre que les sionistes voulaient parce que c'était la manière de prendre beaucoup plus de territoire. Le résultat de cette guerre,
était la fuite de 700 000 Palestiniens et en même temps l'arrivée de 600 000 Juifs des pays arabes. La conséquence pour la population juive dans les pays arabes qui, pendant des siècles, avait, comment on dit, il habitait là en paix avec les Arabes, c'était clairement une réaction contre les Juifs qui ont expulsé des Arabes de la Palestine. Et ça change radicalement le bilan ethnique dans le territoire. Je vous invite à lire les articles du Parti communiste révolutionnaire britannique, notre organisation des années 40, publiés vendredi. Deux articles qui expliquent que nous étions contre la partition. Nous avons expliqué que ça va provoquer des conflits, des morts, etc., comme conséquence de la partition. Mais comment il s'est réalisé tout cela? Les Britanniques, ils n'ont pas appuyé la création de Palestine. Ils voulaient maintenir un territoire divisé. Les Britanniques sont des experts à créer ces situations. L'Irlande du Nord, Chypre, Nigeria, créer des pays qui formellement vont être indépendants, mais les Britanniques, ils laissaient une population divisée de manière qu'ils pouvaient continuer à les contrôler dehors. Et il y a la duplicité des Britanniques qui avaient, comme j'ai expliqué, promis la Palestine aux Arabes et aux Juifs. Et un détail, juillet de 1946, l'hôtel l'hôtel King David à Jérusalem a été bombardé, un bombardement. C'était le quartier général de l'armée britannique en Palestine. Qui a mis la bombe à l'hôtel? Des terroristes juifs. Parce que les Juifs voulaient expulser les Britanniques, parce que les Britanniques n'appuyaient la création de l'État qu'ils voulaient. À final, les Britanniques, ils ont laissé la Palestine et le territoire est devenu un territoire divisé entre Arabes et Israéliens. En même temps, il y avait les États-Unis que les amis des Britanniques, hein, mais c'était deux pouvoirs impérialistes. Il y avait l'impérialisme britannique en décadence et l'impérialisme américain qui augmentait sa force. Et en même temps qu'ils ont combattu les Allemands, les Américains ont travaillé pour limiter les sphères d'influence des Britanniques et expulser les Britanniques du Moyen-Orient. C'était une part de cette politique. Les Américains ont appuyé la création de l'État israélien. En même temps, il y avait une organisation paramilitaire juive, l'Irgun, qui après était absorbée dans les forces de défense israéliennes. Et cela a été impliqué dans le massacre de Deir Yassin en avril 1948. C'est la méthode de mettre peur à les Juifs, non? Et à les Palestiniens. 120 combattants juifs ont tué plus de 200 Palestiniens dans le village de Deir Yassin, qui avait une population de 600. Il s'agissait d'une politique visant à terroriser la population palestinienne, forçant de nombreuses personnes à fuir. En quelques semaines, plus de 700 000 personnes ont fui. Il s'agissait d'un nettoyage ethnique, comme on se dit aujourd'hui. Et l'ironie de l'histoire est que l'Irgun était considéré comme une organisation terroriste par les Nations Unies, les Britanniques et les Américains. Des dirigeants de cette organisation, au futur, dans l'avenir, ils vont devenir des importants dirigeants politiques dans Israël. Et l'Irgun était un prédécesseur du parti de droite, Herut, qui signifie liberté, qui deviendra plus tard le Likoud. Les dirigeants de Likoud, les racines sont dans l'Irgun, sont dans le terrorisme contre les Palestiniens. C'est le parti de Netanyahu, qui maintenant est au gouvernement. Il y avait aussi le Haganah, qui est la principale force militaire. Menachem Begin, premier ministre qui gagne les élections en 1977,
et fondateur de Likoud, a combattu les Britanniques, mais également il a terrorisé les Palestiniens. J'ai écrit un article en 2005 qui s'appelle Quelques éclaircissements historiques sur l'Israël-Palestine. Et je cite, la recommandation de l'ONU était en faveur d'une partition de la Palestine avec Jérusalem comme ville administrée internationalement. Les Arabes palestiniens, qui représentaient 70% de la population et possédaient 92 des terres, se sont vus attribuer 47% du pays. C'était la résolution ONU 181. Ça, c'est un crime contre le peuple palestinien. Mais ce n'est pas suffisant. La guerre de 48 donne à Israël 77% du territoire de l'époque. Comme j'ai dit, un crime contre le peuple palestinien qui n'a plus jamais eu de patrie depuis lors. La Cisjordanie a été annexée par la Jordanie et Gaza était administrée par l'Égypte. Israël avait conclu un accord secret avec le roi Abdullah de Jordanie, selon lequel il pourrait prendre la Cisjordanie en échange de l'engagement de ne pas attaquer le territoire israélien en cas de guerre. Et c'est ce qui est passé. La Jordanie a fait un accord avec les sionistes et s'est pris Cisjordanie. Entre 48 et 67, il y a eu de nombreux conflits armés. Le plus important était la guerre lors de la crise du canal de Suez en 1956. Et je vous donne un exemple. Entre 51 et 66, qu'est-ce qui passait dans l'Israël? Les dépenses militaires d'Israël dans sa période ont augmenté de 1600%, atteignant un tiers du PIB. Il construisait une armée puissante et clairement, il se préparait à une autre guerre. En même temps, en 1964, l'OLP fut créé, soutenu par les États arabes, et le Fatah de Yasser Arafat on est venu à dominer l'OLP en 1969. L'OLP encourageait les tactiques de guérilla, c'est-à-dire le terrorisme individuel. Ça faisait seulement le jeu des sionistes, en les aidant à créer le mythe selon lequel tous les Arabes voulaient détruire les Juifs. Ils ont créé le mythe que les Arabes sont comme les nazis. Ils veulent détruire, ils veulent faire une seconde holocauste. Et ils les présentaient comme ils étaient des nazis. Mais en 67, Israël était prêt à entrer en guerre. Je pourrais citer, je n'ai pas le temps de citer Ben Gurion. Déjà en 1937, il disait nous devons être réalistes. L'objectif, c'est prendre toute la Palestine pour les Juifs. Mais ce n'est pas possible immédiatement. Nous devons accepter ce que c'est possible, créer un État, nous renforcer, et après, nous pouvons prendre l'autre. En 1937, 10 ans avant la création d'Israël, il avait déjà dit dans la guerre des 6 jours, avec cette armée forte, ils ont pris le plateau du Golan, que c'est le territoire de Syrie, la Cisjordanie, qui faisait partie de la Jordanie, et la bande de Gaza, ensemble à la péninsule du Sinaï, qui est le territoire de l'Égypte. Et après 67, l'OLP était basé en Jordanie. J'ai peu de temps, je dois expliquer rapidement qu'il y avait une grande population palestinienne en Jordanie, il y avait des bases de l'OLP, et l'OLP était en contradiction avec la monarchie de Jordanie. À un certain point, ils ont tenté de tuer le roi, une action terroriste individuelle. S'ils étaient des marxistes, ils pouvaient être la base d'un mouvement révolutionnaire socialiste dans Jordanie pour abattre la monarchie et créer une Jordanie socialiste. Une Jordanie socialiste, c'est autre chose.
pour aider les Palestiniens de la Cisjordanie. Mais non, les dirigeants de l'OLP avaient une vision bourgeoise, pas socialiste. Ils parlaient oui, quelquefois à gauche, mais ils pensaient en termes d'État bourgeois. Et ils n'ont pas troublé beaucoup la Jordanie. À un certain point, nous avons le Septembre noir de 70, où des milliers de Palestiniens furent massacrés pour l'armée de la Jordanie. Je vais avant. Après cette tragédie, l'OLP s'est basé au Liban. Mais l'Israël cherchait de détruire les bases des Palestiniens en Liban et au final arrive la guerre civile au Liban. Israël avait l'intention de détruire les bases de l'OLP et il a envahi et tué beaucoup de personnes. La phalange chrétienne de droite en Liban, que c'était une minorité de la population arabe chrétienne, mais de droite, en alliance avec l'armée israélienne, est entrée dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila, un événement fameux dans l'histoire tragique des Palestiniens. Environ 2000 Palestiniens ont été tués. Cela reste un crime de proportion immense. 3 jours de violents déchaînements et de meurtres de civils palestiniens innocents. J'ai lu les détails, c'est incroyable. Ils ont envoyé la phalange chrétienne dedans, ils ont tué des femmes, des filles. Et l'armée israélienne, il a bloqué les camps, de manière que les civils ne pouvaient échapper. Mais cela provoque indignation même au sein d'Israël. Ça, c'est important de souligner. Le 26 septembre de 82, à Tel Aviv, une manifestation de 400 000 personnes contre la gestion de la situation au Liban par le gouvernement et les manifestants qui exigeaient les démissions du gouvernement d'Israël. Ça, c'était la réaction dans Israël même. Au final, l'OLP vient écraser au Liban et ses dirigeants évacuent vers Tunis, en Tunisie. Années de tactiques de guérilla, de terrorisme, n'ont rien donné. Israël ne peut être vaincu sur des bases purement militaires. C'est une force impérialiste puissante, dotée d'un appareil militaire puissant et de la technologie la plus avancée. Et sa population craint la destruction, et cela est utilisé pour rallier autour du projet sioniste. L'idée que la classe dirigeante sioniste a créée dans toute la population, c'est nécessaire unir tous les juifs d'Israël parce que les autres, ils veulent nous détruire. Israël est soutenu par l'impérialisme, comme nous le voyons aujourd'hui, avec les porte-avions envoyés par les Américains. T'imagines la tragédie du peuple palestinien et les Américains, que pensent? Envoyer des porte-avions. Pourquoi? Pour menacer Hezbollah et les autres, ne tenter d'attaquer Israël, sinon il va mal. Qu'est-ce que passe dans ce moment? Je conseille de lire un article Palestine sur les tactiques de l'intifada que nous avons publié en avril 2005 en anglais. Il s'agit d'une correspondance que nous avons eue avec un groupe de jeunes palestiniens révolutionnaires en janvier 2005. Et là, nous expliquons la méthode. Je vais citer. Les tactiques des dirigeants de l'OLP ont conduit les Palestiniens à une défaite après l'autre. Premièrement, ils ont été écrasés par le roi Hussein de Jordanie en septembre, alors qu'ils auraient facilement pu prendre le pouvoir dans ce pays. Mais même histoire au Liban. Ils n'avaient aucune stratégie pour un soulèvement de masse, des masses en Cisjordanie même. Lorsque l'intifada a finalement éclaté, Arafat et les dirigeants de l'OLP n'y ont joué aucun rôle réel. La jeunesse palestinienne a dû faire face à la puissance de la machine militaire israélienne sans armes, à l'exception de bâtons et de pierres. Malgré cela, le mouvement de masse en Cisjordanie a fait plus pour la cause palestinienne en quelques mois
qu'Arafat et compagnie avaient accompli en 30 ans. Et l'intifada, qui commence en décembre de 87, déjà l'année avant, en 86, il y avait eu des manifestations des jeunes qui n'avaient pas été encouragés par l'OLP. Les dirigeants de l'OLP ne croyaient pas à la possibilité d'action de masse de ce genre. L'intifada a été dirigée par des conseils communautaires et constituait une protestation non violente. Quand ils disent « Ah, l'intifada une telle victory, non, juste la victoire, c'est antisémite », ce n'est pas vrai. Il existe un documentaire de la BBC 4 fait en 99 qui vaut la peine d'être regardé. Il s'appelle La guerre de 50 ans, Israël et les Arabes. L'épisode 5 montre la vraie nature de l'intifada. Je l'ai vu la semaine passée. Il n'y avait pas d'armes, juste des gens qui jetaient des pierres sur l'armée. C'était vraiment un mouvement de masse. Et le documentaire montre comment les conseils ont appelé à une grève générale des travailleurs palestiniens et aux commerçants de fermer le magasin. Cela a eu un impact énorme en Israël même. Cela a divisé le gouvernement d'Israël, sur quelle tactique adopter, et un impact sur les jeunes soldats. Le documentaire montre des jeunes soldats israéliens qui disaient, je cite, « Nous avons été formés pour combattre des soldats, pas des gens. Il est difficile. C'est un problème que les politiques doivent résoudre. » L'intifada a impacté même les soldats, parce que c'était le peuple entier qui se soulevait contre l'occupation. Rappelons-nous le phénomène des refouzniks, que c'était des soldats israéliens qui refusaient de servir dans l'armée au-delà des frontières d'Israël. Ils disaient, je défends Israël, mais je ne suis disponible à attaquer autre peuple. La intifada a clairement montré à quel point l'opposition du peuple palestinien était arrivée, parce qu'il s'agissait d'un mouvement de masse. Et comme j'ai dit, il a un impact énorme sur la société israélienne elle-même. J'ai ici, d'un livre d'un historien, je vais le citer des choses. Il explique comment elle commence le 8 décembre, etc. L'intifada, ça ce n'est pas moi, hein, c'est un historien, je crois, américain. L'intifada était incontestablement un mouvement populaire qui a surpris aussi bien le gouvernement israélien que l'OLP. L'OLP ne l'ayant ni encouragé ni financé. Si tu regardes ce documentaire de la BBC, il y a les interviews avec les dirigeants qui disent qui a organisé l'intifada? D'où vient? Ils voulaient savoir. Et on regarde, ils voulaient reprendre le contrôle du mouvement qu'il est échappé aux dirigeants de l'OLP. Et je continue. La jeunesse palestinienne, ayant peu à perdre et encore moins d'avenir, est devenue militante. Toute leur vie, ils avaient vécu sous une occupation dans laquelle le plus fort avait fait le bien. Autre chose qu'il dit, l'élite traditionnelle du nationalisme palestinien, professionnel, journaliste, universitaire, n'était pas impliquée au départ de l'intifada. Il parle de tracts secrètement imprimés et distribués la nuit, une résistance spontanée, des grèves commerciales des transports, des manifestations de masse, des protestations, des actions de solidarité, etc., etc., etc. La réponse du gouvernement israélien, dans le même documentaire que j'ai de la BBC, il y a un ex-dirigeant israélien qui explique, dans le cabinet du gouvernement, ils ont discuté, et des ministres avaient proposé de tuer 1000 Palestiniens, non, dans les manifestations. Quand tu vas tuer 1000 et ça va résoudre le problème. Le chef de l'armée dit, tu es fou. Si nous faisons cela, il y a une explosion générale de la population palestinienne. Il décide autre tactique.
et de, comment se dire, une tactique plus soft, entre virgules, de ne attaquer brutalement avec les armes, mais à ce moment ils ont tué beaucoup de manifestants. Mais en anglais, je dis, le rabbin, il dit à les soldats, break bones, rompre les os. Et il y a des images de 5, 6 soldats contre un jeune palestinien. Hein. Au cours des premiers mois, 160 manifestants, pour la plupart âgés de moins de 20 ans, ont été tués. Les jambes et les mains de jeunes Palestiniens ont été cassées pour les empêcher de courir ou de jeter des pierres. Mais au bout d'un an et demi, quelques 574 Palestiniens ont été abattus ou battus à mort. Et au final, en 1991, le nombre de morts lors de l'intifada s'élevait à 1135. Et selon Finkelstein, qui a écrit un livre sur la question, 400 000 Palestiniens ont été détenus ou emprisonnés jusqu'en juin 1993. Ça, c'est la réaction à l'intifada. Quand ils disent l'intifada, c'est violence, c'est vrai. Mais la violence de quelle part? La violence de l'État israélien. C'était un mouvement de masse, mais la réaction de l'État est violente. C'est l'intifada qui malheureusement a subi une défaite, qui commence le processus vers les accords d'Oslo en 1993. Une section de la bourgeoisie israélienne sioniste se rend compte qu'ils ont besoin de faire quelques types d'accords, mais les mêmes dirigeants de l'OLP, Arafat, qui n'a, comment vous avez-vous, n'a pas organisé ou stimulé l'intifada, il voulait reprendre le rôle de dirigeant et il déclare l'indépendance des Palestiniens, non? Dans ce moment. Parce qu'il devait donner l'idée d'un dirigeant radicalisé, etc., etc., etc. Au final, il commence les discussions. Les accords d'Oslo sont une totale trahison du peuple palestinien. Il vient vendu comme un pas avant. Regardons. Ils ont fait une division de la Cisjordanie en 3 zones. Les zones A, B et C. La zone A devait être sous gouvernement palestinien et la sécurité serait entièrement entre les mains de l'autorité palestinienne. Mais la zone A couvrait 18% du territoire. La zone B devait avoir le gouvernement palestinien, mais le contrôle de sécurité israélien et couvrait 22% du territoire. Les 60% restants devaient être entièrement sous contrôle israélien. Et tout cela est sillonné par un système de survol des routes qui contournent les villages palestiniens. La majorité des terres agricoles, des ressources en eau et en minéraux se trouvent également dans la zone C. Ça, c'est l'accord d'Oslo. Ce n'est pas un État indépendant et ce n'est pas autonomie et ce n'est pas un gouvernement des Palestiniens. La grande majorité de la Cisjordanie est bas le contrôle d'Israël et continue à être. Et en même temps, il y a la croissance des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie qui ont continué sans cesse dans toute la période. Eccola qua. C'est un graphique de 76 jusqu'à 2008, les colonies israéliennes en Cisjordanie. C'est clair, non? Ce n'est pas difficile. Où est le moment qu'ils ont décidé, par exemple, 93, l'accord d'Oslo change quelque chose.
Non, elle a continué. Maintenant, il y a 750 000 ouais, colonisateurs hein, en Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et si tu regardes une map de la Cisjordanie, c'est clair ce qu'ils ont fait. Ils ont réduit le territoire des Palestiniens. Et ce n'est pas la base d'un État viable. Et ça nous enlève à la situation actuelle. Je ne veux pas, je n'ai pas le temps pour entrer dans la situation actuelle. Mais quand ils disent, tu condamnes Hamas, condamné. Nous n'appuyons pas Hamas. C'est une organisation bourgeoise et réactionnaire. Et nous n'appuyons pas les méthodes du terrorisme individuel et du tweet des civils. C'est clair, c'est clair. Mais la question c'est, la demande, tu condamnes, c'est, la seconde demande c'est, bien, ça justifie le droit d'Israël de se défendre. Ça, c'est la question, la manière qu'elle le présente. Le droit de se défendre. Les derniers chiffres que j'ai vus hier, il arrive proche à 15 000 morts en Palestine. J'ai une map ici, ce n'est pas facile de le voir. La majorité du nord du Gaza est détruite. Ils ont un plan de créer un Gaza inhabitable. C'est clair que la droite sioniste la plus extrême, a une idée d'expulser les Palestiniens. Chaque guerre a créé 48, 700 000 expulsés. La guerre de 67, de 6 jours, 300 000 expulsés. Toute la vallée de la Jordanie, vide de Palestiniens. Et dans les écrits et dans les déclarations qu'ils ont répétées, par exemple, Shamir, il a dit, si j'étais au gouvernement, j'aurais continué 10 ans à négocier avec les Palestiniens, au même temps, augmenter les colonies. Ça, c'est le cynisme de premier ministre israélien. L'explosion du peuple palestinien se peut comprendre dans l'histoire que j'ai donnée maintenant. À final, je n'ai pas le temps de donner toutes les autres choses que j'ai ici, la lutte de classe, etc., etc., etc. Mais comment résoudre le problème? Un Israël capitaliste ne va accepter un État indépendant palestinien. C'est toute l'histoire. Dans tous les moments, s'il y a un élément commun à tous les moments, c'est pas céder un État aux Palestiniens. Tous les malheurs sont pour l'éviter. L'Oslo a démontré que ce n'était pas un État. C'était une trahison des Palestiniens. La bourgeoisie sioniste veut tout la Palestine, c'est clair. Comment y arriver, c'est autre chose. Les Palestiniens ont besoin d'une révolution de tout le Moyen-Orient. Et comme ils disent, vous êtes des utopistes. Regardons 2011. 2011, quand nous disons que la révolution peut être internationale, elle commence en Tunisie, arrive en Égypte, elle touche Jordanie, Syrie, Libye, Yémen, jusqu'à Maroc, arrivent des manifestations. Ça nous donne une image claire que la révolution internationale est possible, mais elle a besoin d'une direction. Si la classe ouvrière de l'Égypte aurait eu une direction révolutionnaire, vous imaginez une Égypte communiste, une Égypte des ouvriers, Gaza aurait été autre question. Non, c'est proche à l'Égypte. En Jordanie socialiste, un Liban socialiste. Ça changerait le bilan des forces dans toute la région. Et dans le cadre d'une révolution socialiste régionale, il serait possible d'imaginer une fédération socialiste. Et une fédération socialiste
pourrait parler à les Juifs d'Israël, disant, vous, le peuple, les ouvriers juifs ne sont pas l'ennemi. L'ennemi, c'est ta classe dirigeante qui vous a donné une illusion de sûreté dans Israël. Nous voulons créer une fédération avec le droit de tous les peuples à vivre unis en paix. Et c'est possible, comme disait Trotsky, avec les ressources économiques, il serait possible une maison pour les ouvriers palestiniens, une maison pour les ouvriers juifs, pour les jeunes juifs et palestiniens pouvaient faire la même école, la même santé, les mêmes conditions de vie, la richesse de la région pourrait résoudre tous les problèmes. Quand tous les problèmes économiques ont trouvé la solution, les peuples peuvent vivre en paix. Je vais finir avec seulement, si vous étudiez l'exemple de la Yougoslavie, avant les années 40, il y avait les fascistes, il y avait les batailles entre Serbes et Croates, etc. La guerre contre les nazis, la guerre partisane qui a uni le peuple yougoslave, a permis de créer une fédération qui s'appelait Yougoslavie, des Serbes, des Croates, des Slovènes, etc. Il y avait des Serbes qui vivaient en Croate, avec les Croates, etc. Sarajevo, qui était une ville cosmopolitaine de tous les peuples unis. Et ça se basait sur la fédération Yougoslavie, de la Yougoslave. N'était pas socialisme comme nous l'imaginons, mais il y avait la planification économique, etc. Et la paix, et les peuples qui vivaient en paix un avec l'autre. C'est la crise économique, tout l'impérialisme qui est intervenu, etc., qui a changé les choses et la guerre est tournée. Mais ça a donné une image de ce que c'est possible. Et ça, c'est possible au Moyen-Orient. Mais c'est nécessaire de parler clairement. Sur base capitaliste, il n'y a pas de solution. La solution doit être les ouvriers de toute la région prendre le pouvoir et réorganiser la société sur base socialiste. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je dois terminer, sinon la camarade me va tuer.